messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Afrique Hebdo et rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au sommaire, en Afrique du Sud, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma est suspendu des instances de son ancien parti, l'ANC. Il a en effet déclaré vouloir soutenir un nouveau parti dissident, l'Umkhonto we Sizwe, lors des prochaines élections nationales vers la fin de cette année. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger claquent la porte de l'organisation régionale et la CEDEAO. Les trois pays accusent l'organisation en question d'être un instrument des puissances extérieures. Au Soudan, les combats font toujours rage entre l'armée et les paramilitaires des FCR. Dans l'entretemps, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, accuse les deux parties, l'armée et les FCR, de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans la région du Darfour. Bienvenue encore. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud a suspendu lundi l'ancien président sud-africain Jacob Zuma après qu'il a apporté son soutien à un nouveau parti politique pour les élections nationales de cette année. La décision du Congrès national africain est un signe de la querelle entre Jacob Zuma et son successeur, l'actuel président Cyril Ramaphosa. Cette annonce en effet fait suite à des semaines d'intrigue sur la question de savoir si l'ANC agirait contre Zuma, qui a dirigé l'ANC de 2007 à 2017 et a été président du pays de 2009 à 2018. Jacob Zuma a déclaré lors d'une conférence de presse en décembre qu'il voterait pour le parti MK, nouvellement formé, et que sa décision de tourner le dos à l'ANC était due au leadership de Ramaphosa. Jacob Zuma a déclaré plus tard qu'il souhaitait conserver son adhésion à l'ANC. Le nom du nouveau parti politique irrite également l'ANC. MK est l'abréviation du Umkhonto we Sizwe, le nom de la branche militaire aujourd'hui disparue de l'ANC, formée par Nelson Mandela en 1961 pour lutter contre le système d'apartheid de la minorité blanche de l'Afrique du Sud. L'ANC a déclaré que la conduite de Jacob Zuma dans sa campagne contre lui, contre son parti, était incompatible avec les statuts du parti, ajoutant que Jacob Zuma et d'autres, dont la conduite est en conflit avec les valeurs et les principes qui sont les leurs, se retrouveront en dehors de l'ANC. Cyril Ramaphosa a accédé au pouvoir en promettant de nettoyer l'ANC et a pris la présidence après que Zuma, âgé de 81 ans, ait été contraint de démissionner en 2018 en raison d'allégations de corruption. Jacob Zuma est actuellement jugé et fait face à de multiples accusations liées à un contrat d'armement de plusieurs milliards de dollars que le gouvernement sud-africain a signé avec la société d'armement française Thales il y a plus de 20 ans, alors qu'il était vice-président. Défiant la pression exercée par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et la CEDEAO pour rétablir l'ordre constitutionnel, les dirigeants du Niger, du Mali, du Burkina Faso ont annoncé dimanche qu'ils quittaient l'organisation régionale, donc la CEDEAO. Cette décision constitue un coup dur pour l'intégration régionale après que la communauté a suspendu les trois pays à la suite de prise de pouvoir par la force militaire.
Les autorités des trois pays ont déclaré dans une déclaration commune que la CEDEAO s'était éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et de l'esprit du panafricanisme et ont donc accusé l'organisation de ne pas avoir contribué à leur lutte contre les insurgés islamistes et à mettre fin à l'insécurité. La CEDEAO a imposé une série de sanctions économiques, politiques et financières à ces trois pays dans le but de les forcer à revenir à l'ordre constitutionnel, mais cela n'a fait que durcir leur opposition. Les pouvoirs putschistes ont qualifié les sanctions d'illégales et d'inhumaines. Nous écoutons le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, qui parle justement de cette décision de quitter l'organisation régionale. La CEDEAO est progressivement devenue une menace pour nos pays. Elle est instrumentalisée contre les institutions de nos pays, contre nos États, contre nos populations, avec l'imposition de mesures coercitives qui ont un impact sur nos populations et même des menaces d'intervention militaire contre nos pays pour une organisation que nous-mêmes nous avons créée. Et par rapport à cela, aujourd'hui, nos chefs d'État ont pris une décision qui est une décision de survie dans l'intérêt supérieur de nos pays parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO œuvre dans un sens contraire aux trois principes qui ont été définis par son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques et des choix de partenaires du Mali et la défense des intérêts vitaux des Maliens. Aujourd'hui, la CEDEAO est devenue un instrument entre les mains de certaines puissances extérieures qui l'utilisent comme une arme contre nos pays qui avons souverainement cédé partie de notre souveraineté pour réaliser l'unité africaine. Donc il fallait arrêter ces actes de déstabilisation, de menace, parce que nous sommes et nous devons être une communauté, mais malheureusement, la CEDEAO n'incarne plus cet idéal panafricain et nos pays doivent assumer leurs responsabilités et travailler dans le sens de l'intérêt de nos pays. Aujourd'hui, nous pensons que nos pays ont plus intérêt à être hors de la CEDEAO, hors de portée de ces actions de déstabilisation pour pouvoir nous réorganiser et aussi tirer profit de toutes les opportunités qui se présentent pour pouvoir travailler avec les pays qui le souhaitent, comme le Burkina et le Niger, pour arriver à ça. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso sont des pays enclavés qui dépendent des ports de leurs voisins de la CEDEAO pour leurs importations et leurs exportations. Quitter l'organisation pourrait entraîner une augmentation des tarifs douaniers et avoir un impact sur la libre circulation de leurs citoyens et le flux financier au sein du reste de la communauté ouest-africaine. La CEDEAO, dont le siège est à Abuja, la capitale nigériane, pourrait convoquer un sommet d'urgence pour discuter du retrait, mais pourrait ne pas avoir les moyens de les empêcher de partir. La décision de partir est considérée comme un défi majeur pour le Nigeria, président actuel de la CEDEAO, dont le président Bola Tinubu a cherché à réaffirmer la position du pays en tant que puissance régionale dominante. En Éthiopie, le Parti de la Prospérité, PP, ou PIPI en anglais, au pouvoir, s'est engagé à poursuivre des démarches pour trouver des options pacifiques avec les groupes armés, tout en réaffirmant sa volonté de renforcer ses mesures de maintien de l'ordre contre les forces qui veulent réaliser leurs intérêts par les moyens armés. Dans une résolution publiée à l'issue de 4 jours de discussion, les membres de l'exécutif et du comité central du parti au pouvoir ont déclaré que le parti avait décidé de mettre en œuvre le protocole d'accord que l'Éthiopie avait signé avec le Somaliland, un accord pratique tout en prêtant attention aux principes de concession mutuelle pour garantir
conditions supplémentaires d'accès au port avec d'autres pays voisins. Le parti au pouvoir, en outre, déclarait que le protocole d'accord avec le Somaliland témoignait de la position de l'Éthiopie en matière de liens économiques et culturels régionaux. La signature du protocole d'accord le 1er janvier 2024, accordant à l'Éthiopie l'accès à la mer en échange de la reconnaissance internationale du Somaliland, a exacerbé les tensions dans la Somalie voisine, qui a fait savoir que le protocole d'accord violait sa souveraineté et son intégrité territoriale. Cette décision a également donné lieu à plusieurs déclarations diplomatiques et de divers pays promettant leur soutien à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Somalie. La réaction de l'Éthiopie se limite jusqu'à présent aux déclarations de condamnation de l'Égypte et des pays de la Ligue arabe, tout en continuant à maintenir sa position en faveur de l'application de l'accord, du protocole d'accord. Parmi les orientations énoncées par la résolution du parti au pouvoir figurent les moyens de surmonter les obstacles au développement économique de l'Éthiopie. Le parti a déclaré que les conflits locaux provoqués par un réseau d'intérêts de groupes étroits étaient l'un des obstacles évalués lors de la réunion. La poursuite des options pacifiques en cours avec les groupes armés devrait être renforcée afin de parvenir à la paix au niveau national et d'accélérer le chemin vers la prospérité et d'assurer les bénéfices publics. Cependant, le parti a averti les groupes qui présentent leurs revendications par les moyens armés que la décision a été prise pour renforcer les mesures appropriées de maintien de l'ordre. Le parti a déclaré qu'au cours des discussions de 4 jours, les membres de son comité exécutif et central ont discuté en détail et évalué une série d'autres questions urgentes, notamment la productivité agricole, les défis associés à l'approvisionnement et à la distribution d'engrais, le commerce d'exportation, le secteur minier et les industries sucrières, entre autres. Un document qui explore les aspects politiques, économiques et sociaux actuels de l'Éthiopie, ainsi que la dynamique nationale et internationale actuelle, a également été présenté. Dans le cadre d'un changement de stratégie important, le commandant en chef de l'armée soudanaise, Abdel Fattah al-Burhan, a ordonné à l'armée et au mouvement armé allié de lancer une offensive à grande échelle contre les forces de soutien rapide FSR dans le but de les expulser de toutes les zones sous leur contrôle. L'annonce d'al-Burhan faite lors d'une visite dans l'état de Kassala intervient au milieu d'une mobilisation globale des forces armées soudanaises et des mouvements armés du Darfour qui reçoivent une formation militaire approfondie et le soutien de volontaires civils. S'adressant aux troupes de la 11e division d'infanterie à Khartoum, à Girba, al-Burhan a déclaré, je cite, « Nous ne serons plus sur la défensive, nous avancerons et attaquerons avec les forces et des mouvements de toutes les directions du Darfour et des États de l'Est, des États du Centre et du Nord, en nous appuyant sur la volonté et la détermination du peuple soudanais qui reste uni avec ses forces armées contre ces rebelles. » Fin de citation. Dès le déclenchement du conflit armé avec les forces de soutien rapide, al-Burhan a demandé à ses troupes de donner la priorité aux manœuvres défensives et de s'abstenir de toute action offensive. Parallèlement, il lance des programmes de formation pour préparer l'armée à la guérilla et acquérir des armes et des véhicules
spécifiquement adaptées à ce type de combat. Et cette annonce marque le passage officiel d'une posture défensive à une stratégie offensive contre les FSR près de 9 mois après le début du conflit. Al-Burhan s'est positionné comme un partisan des négociations pour résoudre le conflit en cours, mais a également maintenu une position ferme contre toute ingérence extérieure et a mis en garde contre le potentiel de trahison des métiers. Le commandant de l'armée soudanaise a exprimé sa volonté d'engager des négociations avec les forces de soutien rapide, mais seulement sous certaines conditions. Il a souligné que les forces de soutien rapide doivent quitter les zones civiles et restituer les biens pillés aux citoyens et à l'État, tout en reconnaissant que la négociation peut parfois conduire à la victoire. Al-Burhan a également souligné que l'armée n'hésiterait pas à recourir à la force si nécessaire pour récupérer ce qui a été pris par la force. Il a réitéré que le Soudan n'acceptera pas les solutions imposées par les partis extérieurs, notamment l'autorité intergouvernementale pour le développement IGAD. Il a rejeté l'implication de l'IGAD, affirmant que leur organisation ne devrait pas s'immiscer dans les affaires soudanaises. Au lieu de cela, Al-Burhan a exhorté les politiciens à rechercher des solutions au Soudan et à engager un dialogue avec tous les segments de la société pour parvenir à des résultats mutuellement acceptables. Il s'est spécifiquement adressé à Abdallah Hamdok, ancien Premier ministre et chef de la coordination des forces civiles et démocratiques d'Agadam, et a réitéré que toute négociation doit avoir lieu à l'intérieur des frontières soudanaises. Avertissant les forces politiques des dangers que représente le commandant des FSR, Mohamed Hamdan Daglo dit Emeti, Burhan l'a qualifié d'homme traître sans alliance. Il a cité les trahisons passées d'Emeti envers l'armée et les responsables des renseignements, ainsi que les nombreux assassinats contre ses propres camarades. Al-Burhan a en outre souligné les graves atrocités perpétrées par les FSR contre les civils et leurs attaques contre les infrastructures. Il a qualifié le leader de FSR d'instigateur de la sédition et chef de file des criminels. Il a accusé Emeti de diffuser de fausses informations en affirmant que les civils s'approchaient des sites des FSR, déclarant que les forces paramilitaires étaient des agresseurs attaquant des citoyens innocents et sans défense. Nous poursuivrons le chef de la rébellion, lui demanderons des comptes et le rendrons responsable des actes de la milice, notamment des vols, des pillages, des meurtres et des vols et des viols. Il a ajouté, le peuple soudanais n'oubliera jamais des crimes odieux commis par la milice et de soutien rapide, car ces actes d'immoralité ne sont pas conformes aux valeurs du peuple soudanais, affirme Al-Burhan. Il a répété que les forces armées resteront fermes sur leur position, ne céderont pas et ne pardonneront pas à ceux qui ont profané la dignité du peuple soudanais, volé ses biens et brisé la sécurité et la stabilité des citoyens. Fin de citation. Dans l'entretemps, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, a déclaré lundi au Conseil de sécurité de l'ONU que sa conclusion claire est qu'il y a des raisons de croire que les forces armées soudanaises et leurs rivaux paramilitaires, donc les FSR, commettent des crimes dans la région occidentale du Darfour pendant le conflit actuel dans le pays. Karim Khan, qui s'est récemment rendu au Tchad voisin, où des dizaines de milliers de personnes du Darfour ont fui, a averti que ceux qu'il a rencontrés dans les camps de réfugiés craignent que le Darfour ne devienne l'atrocité oubliée. Il a exhorté le gouvernement soudanais à fournir à 6 enquêteurs des visas à entrée multiples et à répondre à 35 demandes d'assistance. Le Darfour, qui a été ravagé par les effusions de sang
et des atrocités en 2003 est l'épicentre du conflit actuel avec arènes de violence ethnique où les groupes paramilitaires et les milices arabes alliées attaquent des groupes ethniques africains. Les combats ont déplacé plus de 7 millions de personnes et tué 12 000 personnes selon les Nations Unies. Des groupes de médecins locaux, des organisations humanitaires locales et des militants affirment pourtant que le nombre réel de morts est bien plus élevé. En 2005, le Conseil de sécurité a déféré le cas du Darfour devant la Cour pénale internationale et le procureur Khan a déclaré que la Cour avait toujours pour mandat, en vertu de cette négociation, d'enquêter sur les crimes commis dans cette vaste région du Soudan. Il a déclaré au Conseil, je cite, « Sur la base du travail de mon bureau, j'ai clairement conclu, mon évaluation claire, qu'il y a des raisons de croire qu'actuellement, des crimes visés par le statut de Rome sont commis au Darfour, à la fois par les forces armées soudanaises et par les forces de soutien rapide. » Le statut de Rome a créé la CPI en 2002 pour enquêter sur les pires atrocités commises dans le monde, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide, ainsi que sur les crimes d'agression. Au Darfour, a prévenu Khan, le monde est confronté à une vérité laide et incontournable liée au conflit initial. L'échec de la communauté internationale à exécuter les mandats d'arrêt émis par les juges indépendants de la Cour pénale internationale a suscité un sentiment d'impunité et la flambée de violence qui a débuté en avril et qui se poursuit aujourd'hui, a-t-il déclaré. Sans justice pour les atrocités passées, la vérité incontournable est que nous condamnons la génération actuelle et que si nous ne faisons rien maintenant, nous condamnons les générations futures à subir le même sort, a déclaré Karim Khan. L'ambassadeur soudanais à l'ONU, Al-Arith Mohamed, a rétorqué que le gouvernement de son pays, le Soudan, avait coopéré avec le bureau du procureur en attendant sa visite. Il a accusé la CPI, cependant, de ne pas prendre en considération son engagement stratégique et les réalités opérationnelles sur le terrain. Al-Arith Mohamed a qualifié les forces de soutien rapide de milices et les a accusées d'avoir commis des attaques systématiques à grande échelle visant à forcer le nettoyage ethnique et l'assassinat identitaire de la communauté ethnique massalite du Darfour. Il a ajouté qu'il appartenait au procureur de déterminer si cela constituait un génocide ou pas. L'ambassadeur soudanais a déclaré que les forces armées n'appellent pas à la guerre, mais sont obligées de défendre le pays, soulignant que les soldats ne ménagent aucun effort pour minimiser les dommages collatéraux et respecter les lois de la guerre, y compris la proportionnalité. Le conflit du Darfour en 2003 a commencé lorsque les rebelles de la communauté ethnique d'Afrique subsaharienne du territoire ont lancé une insurrection accusant le gouvernement de Khartoum, dominé par les Arabes, de discrimination et de négligence. Le gouvernement, dirigé alors par le président Omar al-Béchir, a répondu par des bombardements aériens et a libéré des milices arabes nomades et locales connues sous le nom de Janjaweed, accusées de massacres et de viols. Jusqu'à 300 000 personnes ont été tuées et 2 700 000 personnes ont été chassées de leur foyer. Karim Khan a déclaré lundi au Conseil de sécurité des Nations Unies qu'il était assez stupéfiant lors de sa visite dans différents camps de réfugiés au Tchad que des personnes ayant vécu le conflit du Darfour depuis 2003 lui aient dit spontanément que ce qui se passe aujourd'hui au Darfour est le pire qu'il y ait jamais existé. Et voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition
d'Afrique Hebdo du 4 février 2024, je vous rappelle les trois principaux titres. Nous avons parlé de l'Afrique du Sud, où l'ancien président Jacob Zuma est suspendu de son parti, l'ANC. Il a en effet déclaré récemment vouloir soutenir un parti dissident, l'Umkhonto Wesizwe, lors des prochaines élections nationales. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger claquent la porte de l'organisation sous-régionale ouest-africaine, la CEDEAO. Les trois pays accusent l'organisation en question d'être un instrument des puissances extérieures. Enfin, au Soudan, les combats font toujours rage entre l'armée et les paramilitaires des FCR. Dans l'entretemps, le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, accuse les deux parties de commettre des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, notamment dans la région du Darfour. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à Afrique Hebdo de ce dimanche 4 février 2023. Prochain rendez-vous dimanche 11 février 2003. Merci de nous avoir suivis et excellente semaine à tous et à toutes.